La Ville de Montréal avait prévu par temps froid l'ouverture d'Halte Chaleur pour les itinérants, mais l'opération a subi quelques ratés durant les derniers jours. On en parle cette semaine au Bulletin. Le directeur général d'un organisme d'intervention auprès des aînés en situation d'itinérance vient nous parler de cette problématique. Aussi à l'émission, on découvre le Collège néoclassique, une institution qui donne des cours inspirés de la formation du Collège classique. Et une nouvelle coopérative brassicole a fait son apparition dans Rosemont, la petite patrie. L'un des fondateurs est en studio avec nous. Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Le début d'hiver rigoureux que nous avons connu n'est pas de tout repos, bien évidemment, pour les personnes en situation d'itinérance. Si des haltes chaleur sont disponibles en période de grand froid, certains organismes font pression pour les rendre accessibles même lorsque la température est moins froide. Et nous aborderons aujourd'hui ce sujet et plusieurs autres avec notre invité, Robert Baudry. Il est directeur d'un organisme qui s'appelle Le Pas de la rue. Monsieur Baudry, bonjour. Bonjour, Monsieur McArdle. Bienvenue au Bulletin. Merci. Alors, on va parler de votre organisme pour le faire découvrir à nos téléspectateurs, mais avant, je veux qu'on parle de toute la question des haltes chaleur. Donc, il y a eu une grosse vague de froid au début du mois de janvier. Le 4 janvier, il y a eu une mauvaise interprétation de température qui a fait qu'une halte chaleur n'était pas ouverte, l'autre l'était. Dans un premier temps, à quoi ça ressemble, à quoi elles ressemblent dans le fond ces haltes chaleur? En fait, les haltes chaleur de base, c'est des lieux qui déjà ont des opérations pendant la journée de centre de jour où ils reçoivent les gens qui sont en situation d'itinérance. Par exemple, la halte chaleur qui n'a pas ouvert cette nuit-là, c'est St. Michael's Mission. À chaque jour, ils vont recevoir dans un sol d'église 200 personnes qui sont en situation d'itinérance, des personnes qui viennent là manger, soupe populaire, etc., avec très, très peu de moyens. Et à quel endroit ça se situe? C'est situé juste en dessous de l'église au Toit-Rouge, qui est en plein cœur du quartier des spectacles. Okay. L'autre endroit, c'est l'Anonyme, en fait, qui a un local un peu plus dans l'est. Donc, les haltes chaleur, c'est un projet qui avait été créé par la Ville de Montréal pour offrir une réponse aux problématiques là, de froid, parce que on le sait, ça a un impact là, direct, là, ces gens qui vont coucher dehors, qui sont pas nécessairement dans les refuges. Parce que les personnes en situation d'itinérance peuvent bénéficier de places en refuge lorsqu'il y a des places de disponibles, évidemment. Parce que je suis pas convaincu qu'il y en a suffisamment. Vous me corrigerez si je me trompe, là. Ben, en fait, il y a des projets spéciaux pendant les protocoles d'hiver où il y a une navette de la mission OBM qui passe un peu partout dans la ville de Montréal pour récupérer les gens. Et les refuges ne refusent personne pendant le temps des fêtes. Donc, absolument personne. Les gens qu'on retrouve généralement dans les haltes chaleur, c'est ceux qui n'ont pas pu avoir accès à cette navette-là ou qui ne veulent tout simplement pas aller dormir dans les grands refuges comme OBM, la Maison du Père, etc. pour différentes raisons. Soit ils sont intoxiqués, soit qu'ils ont des problèmes de comportement, ou soit que c'est pas un endroit qui les ressemble. On parle des communautés autochtones. Pour eux, souvent, c'est difficile de se retrouver dans des organisations là, comme OBM ou comme la Maison du Père. OBM, qui est la mission Brewery, qu'on connaît plus, oui, sous Absolument. ce nom-là. Donc, les haltes chaleur, à partir d'un certain degré Celsius qui est atteint à l'extérieur, ces deux haltes chaleur-là ouvrent. C'est 27 degrés Celsius, moins 27, bien évidemment, en ce moment. Donc, il y a eu une confusion. Il y en a une qui a ouvert, l'autre qui n'a pas ouvert. Est-ce qu'on sait pourquoi? Ben en fait, on sait très bien pourquoi, parce que c'est pas nécessairement une mauvaise interprétation de la température, c'est que George, le directeur général de cet organisme-là, lui avait un mandat de la ville d'ouvrir à la température de moins 27 degrés Celsius. Et travaille avec les agents de police qui lui ont donné l'information d'ouvrir ou pas ouvrir. Il faut aussi savoir que cet organisme-là travaille avec très, très peu de moyens. Donc, ils ont une subvention de la ville pour les haltes chaleur, mais ça couvre pas tous les frais. Ils ont 2 personnes qui travaillent à temps plein. C'est une permanence de 2 personnes. Le reste, ce n'est que des bénévoles. Et ce sont les mêmes personnes qui vont ouvrir les haltes chaleur. Donc, pour l'organisme, c'est un peu aussi une question de vie ou de mort. Est-ce que j'ouvre, est-ce que j'ouvre pas? Mais malheureusement, c'est la même chose aussi pour les gens qui sont à l'extérieur. Donc, on se retrouve effectivement face à un dilemme. Mais pourquoi? Pas nécessairement parce qu'il y avait une mauvaise interprétation de la température, mais parce que les ressources sont absentes pour bien financer les haltes chaleur. Parce qu'on s'entend tous pour dire que on devrait réduire au maximum le nombre de degrés dans les haltes chaleur pour accueillir le plus de personnes possible, parce qu'on ne devrait laisser personne à la rue. Mais encore faut-il avoir les ressources en tant qu'organisme pour pouvoir les accueillir. Selon vous, la solution, ce serait que la Ville de Montréal ou d'autres paliers de gouvernement investissent plus massivement? Absolument, ou même la communauté, parce que c'est un problème qui implique les gouvernements, mais aussi c'est un problème qui touche la communauté.
on s'offusque avec les haltes chaleur, mais au final, on devrait plutôt s'offusquer par le fait qu'il y a des gens qui couchent à l'extérieur. Donc ça, c'est choquant. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? On investit. Et oui, ça prend des investissements qui sont beaucoup plus conséquents que seulement 20 000 $ pour ouvrir à certains moments dans l'année. Il y a plusieurs organismes qui travaillent avec les personnes en situation d'itinérance. Le Pas de la rue, l'organisme que vous dirigez, en est un, qui a une mission très, très précise, très particulière, c'est de s'occuper des aînés en situation d'itinérance. Des gens de 55 ans et plus. Donc, de 55 ans et plus. Il y en a, et c'est une clientèle, en quoi cette clientèle-là, elle est différente des autres clientèles? En fait, on le voit au Québec, mais dans toutes les grandes villes, on a un vieillissement de la population qui s'accélère. C'est la même chose au niveau de l'itinérance. On voit de plus en plus de personnes en situation d'itinérance âgées, pour différentes raisons. Parce que quand on a 55 ans, souvent, la vie peut basculer en un claquement de doigts. Une perte d'emploi, un deuil, des problématiques de consommation, etc. Et c'est très difficile de s'en sortir parce que la plupart de nos programmes sont adaptés pour les gens qui sont dans la trentaine, les jeunes, les gens de 40 ans. Mais à partir du moment qu'on est dans la cinquantaine, c'est beaucoup plus difficile. Et avant d'avoir la pension de vieillesse, on a quand même à peu près 10 ans, là, si on parle de entre 55 et 65. Donc, c'est souvent une période où les gens sont très fragiles parce qu'ils peuvent sombrer très, très vite et c'est très difficile de les en sortir. Donc, le Pas de la rue a été créé il y a presque une vingtaine d'années par les petits frères pour pouvoir offrir une réponse aux gens qui étaient en situation d'itinérance, mais qui étaient aussi en situation de vieillissement. Et quel service vous offrez à votre clientèle? En fait, on offre un continuum de services vraiment très adapté pour cette clientèle-là qui commence par l'intervention de proximité, où on envoie des gens directement chez les personnes qui seraient à risque d'itinérance ou dans des lieux publics où on va trouver des gens en situation d'itinérance pour leur offrir un service d'écoute, d'aide, de référence et d'accompagnement. Donc, vous n'intervenez pas qu'auprès de gens qui sont en situation d'itinérance, vous essayez de prévenir que d'autres personnes tombent dans cette situation-là. On veut fermer la porte d'entrée de l'itinérance puis ouvrir la porte de sortie de l'itinérance, essentiellement. Donc, notre intervention de proximité va rejoindre ces gens-là pour le prévenir. Va accompagner aussi les gens qui fréquentent notre organisme pour aller vers des démarches autant auprès de la santé, auprès du judiciaire, auprès de l'emploi. Ensuite, on a un centre de jour qui est ouvert 6 jours par semaine. Ça, c'est important de le dire. Depuis avril, on ouvre également les dimanches. Donc, pour permettre aux gens de briser l'isolement, de pouvoir se retrouver avec des intervenants psychosociaux qui vont être là dans un accompagnement. On dit c'est nos personnes accompagnées. On les accompagne dans leur démarche. On offre un service de sécurité alimentaire où on va offrir des petits déjeuners et des dîners. On offre un service d'infirmerie aussi sur place pour les gens qui auraient des problématiques de santé et ultimement un programme qui vient tout juste d'ouvrir de 8 logements de transition pour les préparer à retourner en appartement. Donc, ces logements-là sont situés à quel endroit? Juste à côté de notre organisme. Donc, vous êtes sur le boulevard René-Lévesque? On est sur le boulevard René-Lévesque, dans l'îlot Sainte-Brigide, cette magnifique église-là qui a été restaurée, qui réunit une dizaine d'organismes communautaires qui travaillent en itinérance, en préemployabilité, pour la jeunesse, etc. Si nos téléspectateurs veulent contribuer d'une manière ou d'une autre à votre organisme, j'imagine comme la plupart des organismes à but non lucratif, vous êtes à la recherche de dons, d'aide. Absolument. Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent faire pour vous aider? Ils peuvent prendre contact avec nous parce que, en fait, on a autant besoin d'argent qu'on a besoin de main-d'œuvre. On a autant besoin de savoir spécifique, professionnel, que des gens qui sont là juste pour venir accompagner les gens qui fréquentent notre organisme. On a besoin de beurre de pinot pour nos petits déjeuners, mais on a besoin aussi d'ordinateurs. Donc, les besoins sont très grands. On a des locaux qui sont très bien situés, très bien fonctionnels. On a des intervenants chevronnés, mais on a besoin d'un apport. Donc, ils peuvent nous contacter directement par téléphone ou sur notre site Internet. Nous suivre sur Facebook, c'est une façon aussi de voir ce qu'on fait. D'accord. Bien, toutes ces coordonnées apparaissent au bas de l'écran. Robert Baudry, merci d'avoir été là. Merci à vous. Et bonne continuation avec Merci. le Pas de la rue. Les aînés représentent 14,3 % de la population du Québec, soit une personne sur 7. Le nombre de personnes âgées a plus que quadruplé au Québec depuis 50 ans. Selon Statistique Canada, le Québec compte, à égalité avec la Colombie-Britannique, la plus forte fréquence de personnes âgées à faible revenu. Parmi tous les aînés, la pauvreté touche davantage les femmes que les hommes. Plus tard à l'émission, un policier de Montréal-Nord a mis sur pied un projet de course à pied en collaboration avec 3 écoles de l'arrondissement. Il est avec nous sur le plateau pour en discuter. Et à notre segment Coup de chapeau, on reçoit un enseignant qui a eu l'idée d'offrir à des personnes handicapées des randonnées en plein air à dos d'humain.
Les plus vieux d'entre vous se souviennent probablement du Collège classique, qui est en quelque sorte l'ancêtre de nos cégeps. Eh bien, en 2010, le Collège néoclassique a été fondé pour offrir des cours intensifs d'une journée, inspirés de l'enseignement qui se donnait à l'époque au Collège classique. Et pour découvrir cette organisation, nous avons sur le plateau Julie Favreau, qui est l'administratrice, dis-je, du Collège. Madame Favreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. D'où est venue l'idée de fonder le Collège néoclassique? En fait, le projet a été initié par Guillaume Lavoie, qui est maintenant conseiller municipal, donc, de Projet Montréal. Tout à fait. Et à l'époque, était professeur à l'ENAP. Et il avait constaté un décalage entre les nouvelles générations, les plus jeunes, et ceux qui ont fait le collège néoclassique. Il y avait des références... Le collège classique. Oui, c'est ça, pardon. Le collège classique à l'époque, oui, tout à fait. Il y avait des références qui étaient différentes. Il y avait des façons de structurer les pensées aussi qui étaient un peu décalées, en fait, des plus jeunes. Et il s'est dit, bien, est-ce qu'il n'existe pas des cours comme ça qu'on pourrait donner aux plus jeunes générations pour bénéficier des enseignements du collège classique? Et concrètement, ce décalage-là, on le voit où, à quel niveau? Bien, je vous dirais au niveau de la structure de pensée. Le collège classique a tout un cheminement dans pourquoi on a une certaine idée, une certaine analyse rhétorique. On comprend l'argument, on comprend son contexte. C'est vraiment une structure d'analyse. Et puis ensuite, il y a toutes les références. Donc, les grands penseurs, Voltaire, Aristote, Thomas d'Aquin, qu'on va voir dans le collège néoclassique et qu'on voyait habituellement dans tous les cheminements du collège classique. OK. Donc, c'est vraiment pour pallier à, est-ce qu'on peut dire, une culture générale qui est peut-être moins importante ou qui est peut-être moins étendue qu'elle pouvait l'être pour les générations qui nous ont précédées? Bien, qui est certainement moins présente aujourd'hui dans les cours d'enseignement contemporain. C'est des découvertes à chaque fois. Chaque collège néoclassique, chaque cours est une découverte pour tous les gens qui sont autour de la table. On apprend toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a pas vu en classe, qu'on ne voit pas aussi dans les médias ou dans l'analyse politique contemporaine. On retourne un petit peu en arrière, on va ailleurs, on challenge beaucoup aussi les idées préconçues. C'est vraiment la technique enseignée par le collège néoclassique. Et quel genre de formation est donné au collège néoclassique? C'est des cours d'une journée et on passe tout un cheminement. Donc, en avant-midi, habituellement, on va un petit peu plus vers les fondements des mouvements qu'on va regarder. En après-midi, on s'en va davantage dans des discours politiques contemporains. L'idée, c'est une journée, un sujet. Donc, par exemple, dans les prochains cours qui s'en viennent, on va regarder le terrorisme. On va l'analyser pendant une journée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant? Où est-ce qu'on s'en va? Comment on peut analyser le mouvement terroriste ou qu'est-ce que le terrorisme? Et ensuite, il y a le fanatisme qui s'en vient aussi. On a regardé le jugement éthique, la place de la religion dans la société. Donc, c'est toutes sortes d'enjeux comme ça, politiques, philosophiques, qu'on va analyser. Et dans une journée type de cours, donc, ça dure toute la journée. Oui. Est-ce que ce sont est-ce que c'est un enseignant qui nous présente la matière? Est-ce qu'il y a des conférenciers, des invités? Comment ça marche? Oui, le professeur principal est Maxime Allard, qui est cofondateur avec M. Lavoie. Maxime Allard est professeur de philosophie au Collège universitaire dominicain. Et donc, c'est la personne... À Ottawa. À Ottawa, exactement. Et qui nous accompagne pendant toute la journée. Donc, il y a une partie du cours qui va être beaucoup plus magistrale, où là, il va nous parler puis nous enseigner des façons de voir le problème. Oui. Et ensuite, on va toujours avoir une partie débat, une partie échange. Les gens vont être interpellés là, sur leurs propres croyances, sur leur propre bagage aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille toujours en groupe de 12 à 15 personnes, principalement des jeunes professionnels, donc qui apportent tous quelque chose de leur milieu, quelque chose de leur vécu, de leur expérience, qui est partagé lors des sessions de débat ou d'échange. Et est-ce que ce sont uniquement des jeunes professionnels qui participent ou il y a des gens plus âgés pourraient s'inscrire à certains de vos cours? Ça pourrait. Il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, sauf d'être curieux. C'est la seule chose qu'on demande. Par contre, le format est fait pour des jeunes professionnels, c'est ce qu'on y trouve aussi. Il y a beaucoup d'étudiants aussi, là, je vous dirais, entre 20 et 40 ans, peu importe où vous êtes rendu dans vos études, où vous êtes rendu dans votre parcours. C'est un format de cours qui s'adapte bien à la vie qui bouge beaucoup, vu que c'est juste une journée. Puis, donc voilà, donc les week-ends, j'imagine? Exactement. Les samedis de 9h30 à 4h30. D'accord. Et
Au total, combien de personnes se sont inscrites à vos cours depuis la Fondation? Oui. Est-ce que vous le savez? En fait, c'est environ 450 participations et puis on a environ 150 personnes donc, qui sont venues une fois. Mais donc, vu qu'on a 450 participations, ils sont venus en moyenne 3 fois à chaque fois. Donc, quand on y goûte, on aime ça puis on y revient. Et, bon, il y a un coût d'inscription, j'imagine, c'est combien? Oui, c'est 85 $. Ça ne comprend pas le repas, mais par contre, on vous donne un rabais, un crédit d'impôt. Donc, c'est... Ah, OK. Oui. Donc, pour crédit d'impôt pour don de charité? Oui, exactement. D'accord. Est-ce que c'est uniquement à Montréal que se déroulent ces séances-là ou s'il y en a ailleurs au Québec? En fait, c'est principalement à Montréal. Par contre, s'il y a des demandes ailleurs au Québec, il y a possibilité d'organiser des cours à la carte dans d'autres municipalités. Par le passé, il y en a eu à Ottawa, il y en a eu à Québec. Aujourd'hui, on a une programmation annuelle de 12 cours, donc environ un par mois à Montréal, mais on ne dit jamais non à aller ailleurs puis rencontrer d'autres étudiants. Et en terminant, est-ce que vous avez une idée où le Collège néoclassique pourrait être dans 5 ans, dans 10 ans? En fait, en ce moment, on est en train de faire un projet pilote pour organiser une certification de crédit universitaire avec les cours, toujours en partenariat avec le Collège universitaire dominicain à Ottawa. Et donc, les cours du Collège Néo pourraient être reconnus comme des crédits. Et ça pourrait donner accès à un certificat en philosophie, rhétorique, politique. C'est en développement. On espère continuer dans cette voie-là, faire aussi d'autres formats de cours, plus longs, continuer là, à répondre aux demandes des étudiants. D'accord. Julie Favreau, donc, vous êtes administratrice du Collège néoclassique. Merci d'avoir été là. Merci. Voici quelques exemples de collèges classiques qui ont existé à Montréal. Le Collège de Montréal a été fondé le 1er juin 1767 en tant que petit séminaire de Montréal par la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, plus particulièrement par le père Jean-Baptiste Curateau de la Blaiserie. Il est considéré comme le premier collège privé de Montréal. Le Collège Sainte-Marie était un collège jésuite de Montréal. Fondé en 1848, il a cessé d'exister en 1969 à la suite de son incorporation au sein de ce qui est devenu l'Université du Québec à Montréal. L'enseignement au Collège Saint-Laurent a débuté en 1847, l'année même de l'arrivée à Saint-Laurent des premiers religieux de Sainte-Croix. Le collège deviendra en 1968 le Cégep de Saint-Laurent. On retrouve maintenant avec plaisir Camilla Rodriguez, CA, qui est avec nous pour son dossier d'actualité de la semaine. Camilla, bonjour. Bonjour. Re-bienvenue au bulletin. Merci. Alors, on en parlait tout juste il y a quelques instants avec Julie Favreau du Collège néoclassique, donc une forme d'éducation un peu différente, un peu alternative. Et on va aborder aujourd'hui avec vous les différentes écoles alternatives qui voient dans le fond l'éducation peut-être d'une façon non conventionnelle. Exactement. Tout d'abord, il y a les écoles alternatives qu'on appelle les écoles alternatives, disons, traditionnelles, si on peut utiliser ça comme terme, qui sont regroupées sous la REPAQ, donc regroupement des écoles alternatives du Québec. Puis, il y en a 32 au Québec, 9 à Montréal. La plupart sont des écoles primaires. Il y en a quelques-unes qui sont secondaires. Puis, c'est vraiment des écoles qui ont, comme vous disiez, une philosophie différente. Il y a plusieurs philosophies qui se côtoient. Il y a des écoles à pédagogie ouverte, donc d'autres où est-ce que, dans le fond, les étudiants sont invités à aller chercher leur apprentissage, mais au travers de projets, donc de production matérielle. Donc, plutôt que d'avoir des cours magistraux plus traditionnels, d'ailleurs. Exactement. Okay. Puis, donc, c'est vraiment une philosophie qui est mise sur l'auto-formation, sur, disons, l'autonomie, quoi. Puis, qui va aussi, dépendamment des philosophies aussi d'éducation, mais beaucoup mettre les enfants en contact avec des jeunes d'âge, oui, similaire, mais pas la même tranche d'âge comme on est habitué. Donc, on peut avoir des 6-9 ans ensemble, 9-12 ans. Puis, ça vise encore une fois à ce que les jeunes soient en contact avec d'autres personnes, puis puissent grandir de manière différente. Donc, voilà, aider aussi à la socialisation de tous ces gens-là. Au-delà de ces écoles traditionnelles-là, nos téléspectateurs l'ont certainement constaté, on voit une prolifération depuis plusieurs années dans les écoles publiques de différents programmes particuliers qui sont offerts. Présentez-nous quelques-uns de ces programmes-là. Bien, il y a le programme Sport-études qui est très connu.
pas tous les programmes qui se veulent sport-études le sont. C'est une autorisation, c'est une appellation contrôlée, disons. OK. Puis... Donc, qui permettent à des étudiants de pratiquer du sport, d'avoir plus que 2 ou 4 périodes d'éducation physique au 9 jours, donc, et de faire plus de sport. Ça s'adresse aux sportifs, en fait, disons aux sportifs presque professionnels, dans le sens que il faut que la fédération sportive où l'élève fait du sport passe un accord avec l'école ou avec la commission scolaire pour que, dans le fond, le matin, habituellement, c'est comme ça que c'est organisé. Le matin, l'élève a des cours traditionnels, français, anglais, mathématiques. Puis l'après-midi, va poursuivre son entraînement et ce, 5 fois par semaine. Donc, c'est vraiment un accord entre la fédération sportive, donc l'élève doit être reconnu par la fédération sportive et l'école. Donc, c'est au-delà des concentrations sportives qu'on voit dans les écoles où ce ne sont pas nécessairement des athlètes de pointe. Là. Exact. OK. Au-delà de ça, il y en a d'autres aussi. Oui. Il y a, en fait, c'est pas totalement c'est pas un type d'école qui est différente, ce sont les élèves qui sont différents. On parle des élèves, des surdoués. Surdoués qui est, en fait, qui amène une problématique tout entière dans l'éducation parce que c'est des élèves qui ont besoin d'être stimulés intellectuellement à un autre niveau, puis qui souvent se retrouvent dans les écoles, dans des classes normales, à s'ennuyer. Et qui dit un enfant qui s'ennuie, dit un enfant qui dérange. Donc, ça pose... Ou un candidat au décrochage. Exactement. Il y a énormément d'échecs scolaires. Je lisais qu'une étude française qui disait 70% des surdoués sont en position d'échec à cause, donc, dans le fond, du manque de stimulation. 2%, les surdoués, c'est environ 2% de la population. Il y a des groupes qui existent. Vous connaissez peut-être le MENSA? Oui, les MENSA, oui, tout à fait. Donc, c'est 2% de la population. Peu importe le groupe d'âge, peu importe le revenu, c'est vraiment 2% d'une population donc suite à un test de QI, qui peut se regrouper ensemble, qui peut entrer dans ce club-là, qui vise en fait... Qui font, entre autres, des activités sociales, des choses comme ça. L'objectif, c'est de donner un environnement qui est le plus stimulant possible pour l'enfant, mais il y a certains parents qui font le choix de ne pas envoyer leur enfant à l'école et de faire l'école à la maison. Oui, l'école à la maison. On voit ça assez rarement. Ça existe au Québec. C'est tout à fait légal. En fait, on peut retirer son enfant de l'école publique à n'importe quel moment de l'année ou même de l'école privée, peu importe. Donc, on peut retirer l'enfant de ce circuit-là. Il faut donc seulement la marche à suivre, c'est contacter l'école, la commission scolaire, les aviser, puis avec eux, donc leur envoyer une lettre d'intention. Puis avec eux, voir quelle est la marche à suivre. Donc, quels sont les manuels qui pourraient être utiles pour l'enfant au cours de l'année. C'est sûr qu'au niveau primaire, on n'a pas besoin d'être un expert pour pouvoir enseigner, un expert dans une matière en particulier. Quoiqu'avec tous les changements de terminologie qu'il y a eu dans l'enseignement de la langue française, il y a peut-être des choses, il y a peut-être une mise à jour que certains parents ont besoin d'avoir. C'est peut-être pas faux, mais en effet, 1 + 1 donne toujours 2. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Oui. Puis il y a des groupes de soutien qui existent pour les enfants qui sont scolarisés à la maison. Un des grands questionnements qu'on se fait avec les enfants qui vont à l'école à la maison, c'est la question de la socialisation. Est-ce qu'un enfant qui n'est pas en contact avec d'autres enfants de la même manière que ceux qu'on est habitué de voir peut socialiser de la même manière? La réponse est oui, évidemment, à travers d'autres groupes, des groupes communautaires, à la bibliothèque. Donc, il suffit d'inscrire l'enfant à d'autres groupes. Puis, il y a des organisations, des associations québécoises pour les études à domicile. Donc, il y a vraiment un réseau qui existe. C'est ça. Il y a un encadrement qui est offert aux parents qui veulent que leur enfant fasse l'école à la maison. C'est ça. Donc, voilà. Camilla Rodriguez, CA, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Et de notre côté, on se revoit tout de suite après la pause. On vous présente une nouvelle coopérative brassicole qui a été fondée dans Rosemont, la Petite Patrie. Restez avec nous. Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin.
Une première coopérative de solidarité brassicole a ouvert ses portes il y a quelques semaines à Montréal. Située dans Rosemont-la-Petite-Patrie, elle réunit un total de 5 brasseurs. Et pour en apprendre davantage sur cette entreprise d'économie sociale, nous recevons Marc Bélanger. C'est l'un des fondateurs et le directeur général de la coopérative qui s'appelle Ma Brasserie. Monsieur Bélanger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, c'est bien le fun. Bien, ça nous fait plaisir. Et dites-nous, l'idée de créer cette coopérative de solidarité-là, elle vous est venue comment? Ça fait quelques années, en fait, moi, j'ai commencé à brasser de la bière commercialement dans une autre brasserie. J'étais, on appelle ça un gypsy brewer, donc je me suis installé là-bas, on m'a permis de faire ma bière avec mes propres équipements installés dans une brasserie qui avait déjà son permis. Alors, j'ai commencé comme ça, puis à ce moment-là, moi, mon plan était clair, je voulais faire un établissement, un resto-pub où je ferais ma bière sur place. Mais j'avais quand même eu l'idée de démarrer éventuellement une microbrasserie où on pourrait partager des équipements avec plusieurs brasseurs. Parce que, dans le fond, une brasserie, techniquement, la plupart des brasseries ne brassent pas à pleine capacité, tout simplement parce qu'ils sont seuls à utiliser les équipements. Alors, donc, en se partageant les équipements, il y a une réduction de coûts pour chacun des membres de la coopérative. Il y a une réduction de coûts. On optimise le calendrier de brassage, on optimise les équipements. Oui, c'est exactement ça. Et vous avez choisi de vous installer dans Rosemont-la-Petite-Patrie. De ce que j'ai compris, il y a quelques-uns des brasseurs qui sont membres de la coopérative qui œuvraient déjà dans Rosemont. Oui, absolument. En fait, sur les 5 membres de la coopérative, les membres brasseurs, il y en a 3 qui sont installés dans Rosemont-Petite-Patrie. Il y a le brouhaha, je suis le fondateur, copropriétaire du brouhaha. Il y a Hildegarde, qui est installée sur la rue Beaubien dans Rosemont, puis la succursale qui est sur la rue Masson, la promenade Masson. D'accord. Et les 2 autres brasseries qui font partie, quelles sont-elles? Noire et Blanche, qui est à Saint-Eustache, sur le bord de la rivière, et Apart, pardon. Apart, c'est une association de personnes qui œuvraient déjà dans le monde de la bière dans le coin de Québec. D'accord. Donc, vous avez ouvert il y a quelques semaines. Oui. C'est bien ça. On a eu, notre permis de brassage en octobre et nous avons ouvert boutique, commencé à vendre la bière juste quelques semaines avant Noël. D'accord. Et la particularité de votre projet, c'est aussi de ne pas être qu'un lieu de partage d'équipements. Vous voulez aussi intégrer un élément de centre d'interprétation, on pourrait dire presque d'économiser pour faire découvrir le travail de brasseurs de microbrasserie. Oui, absolument. Moi, j'ai une passion, c'est le brassage, et j'aime partager cette passion-là. Puis c'est vraiment la notion de partage qu'on veut mettre en place. En travaillant ensemble, plusieurs brasseurs, déjà, la mission, les objectifs, c'est qu'on partage nos connaissances et on veut aussi partager. Donc, on est en train de mettre en place une école de brassage, centre d'interprétation. On va mettre des bornes interactives, exemple, dans le salon de dégustation pour montrer c'est quoi le brassage. Puis, le salon de dégustation en lui-même, il y a d'énormes hublots où on voit vraiment les brasseurs travailler. Donc, ce salon d'interprétation, de dégustation existe déjà, est déjà ouvert au public, c'est ça? Il ouvre au mois de février. Au mois de février. Donc, à partir du mois de février, les gens pourront aller vous rendre visite sur place, c'est ça? Oui, exactement. OK. Et comment se porte le milieu de la microbrasserie au Québec? Parce que il y en avait, disons, moins auparavant de microbrasserie. Je crois constater qu'il y en a plus. Maintenant, est-ce que je me trompe? Il y a de plus en plus de microbrasseries? Il y a vraiment de plus en plus de microbrasseries. Il y a encore plusieurs projets en ce moment en développement. La Régie des alcools a plusieurs demandes sur leur bureau en ce moment. Oui, ça se porte très bien. Les gens, de plus en plus, aiment boire local, boire un produit et consommer en général plus localement. Donc, c'est bon pour nous. C'est bon pour les microbrasseries. Puis, de plus en plus, on va voir des microbrasseries ouvrir dans des régions. Même à Montréal, il n'y en a pas tant que ça si on considère la population de Montréal. Nous, juste dans Rosemont, il y a une certaine proximité.
mais on est quand même très éloigné considérant la population, puis tous nos établissements vont très bien, puis on est nullement des compétiteurs, au contraire. Ouais. Et quels sont les défis que l'industrie de la microbrasserie doit relever? Parce que je me souviens, il y a quelques années, on entendait parler des problèmes de distribution qu'il pouvait avoir dans les grandes chaînes de supermarchés, où c'était peut-être plus difficile d'accéder à des produits de microbrasserie, à part les très grosses microbrasseries, bon, que ce soit la traditionnelle Boréal ou la Griffon ou d'autres. Est-ce que c'est plus facile maintenant pour les microbrasseries que d'accéder aux grandes surfaces, aux épiceries? Oui, c'est un peu plus facile. C'est pas encore parfait, mais ça s'améliore beaucoup. Les épiceries, finalement, se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le choix d'offrir de la microbrasserie parce que le client le demandait. Auparavant, il fallait se faire lister, il fallait dépenser de l'argent pour pouvoir être listé dans une grande chaîne. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas parce que la plupart des grandes chaînes ils ont mis en place un portefeuille de bières de microbrasserie. Il y a encore des problèmes au niveau du refroidissement, par exemple. Souvent, on va prendre une bière de microbrasserie, elle va être au chaud plutôt qu'être dans un réfrigérateur. Mais même ça tend à s'améliorer. Donc, ce que vous essayez d'avoir, c'est une équité de traitement par rapport aux très grands brasseurs, les Molson Coors et InBev de ce monde, pour qu'au minimum, vous soyez dans des frigos comme la bière plus commerciale. Le problème, c'est que ces grosses brasseries-là donnent de l'argent pour être dans les frigos. Donc si je comprends bien, les supermarchés, les grandes chaînes vendent l'espace de tablette. Donc, pour que vous puissiez être sur une tablette, vous devez payer un montant. Les brasseurs ne le font pas. Parce que j'imagine que vous n'avez pas les moyens de toute façon. Donc, les brasseurs n'ont pas les moyens. C'est simplement le consommateur qui a le droit de vote, finalement, qui demande, puis qui demande, puis à force de demander, les commerçants achètent des frigos. Mais ils vont acheter le frigo eux-mêmes plutôt que de se le faire payer. OK. Donc, dans le fond, plus les gens vont consommer de bière de microbrasserie, plus il y aura de demandes, donc plus les supermarchés risquent d'en avoir sur les tablettes. Oui, mais ça cause en ce moment autre chose. Les grandes brasseries, maintenant, sortent des produits de spécialité ou achètent des très grosses microbrasseries américaines, puis arrivent ici à mettre ces produits-là sur le marché, puis les consommateurs ne peuvent pas nécessairement toujours savoir que c'est Molson ou Labatt qui est derrière un produit. Donc, ce sont des produits de spécialité du même type que les bières de microbrasserie artisanales, mais qui appartiennent quand même à des grandes brasseries. Il nous reste qu'une minute. Je veux parler avec vous d'un autre projet, peut-être un peu plus à long terme que vous avez, c'est-à-dire de faire pousser votre propre houblon sur le toit de l'édifice où votre coopérative est située. Sur le toit, ça risque d'être difficile. Malheureusement, avec les études qu'on a faites, il faudrait vraiment investir dans le bâtiment qui ne nous appartient pas. Dès le printemps, nous allons faire planter du houblon. Mais ce ne sera pas sur le toit, ça va être... En devanture. Sur le toit, c'est difficile. On avait plutôt comme projet de faire pousser peut-être des herbes qu'on utilise dans nos bières sur le toit. Okay. Mais pour le houblon, ça nécessiterait une infrastructure trop coûteuse, considérant que le bâtiment est assez âgé. Puis que la toiture, dans son état actuel, ne pourrait pas supporter ça. Bien, on va vous souhaiter un bon développement, une belle continuation de vos activités. En terminant, rappelez-nous l'adresse où vous êtes situé pour que nos téléspectateurs, à partir du mois de février, puissent aller visiter vos installations. Bien, on est au 2300 Haute à Montréal. C'est en face des Archives nationales, quelques rues au sud de la rue Rosemont. On est déjà ouvert le jeudi et le vendredi, on vend notre bière pour apporter. Donc, on a un dépanneur. Okay. Donc, on peut déjà aller vous visiter. On peut déjà aller acheter des canettes de bière à tous les jeudis et vendredis. Et aussitôt qu'on ouvre le salon de dégustation, le dépanneur lui-même va avoir des plus longues heures d'ouverture. D'accord. Bien, Marc Bélanger, donc directeur général et un des fondateurs de la coopérative Ma Brasserie, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Selon les données du réseau de la coopérative de travail du Québec, seulement 9 coopératives brassicoles sont en fonction à travers le Québec et 3 projets seraient en cours. Le nombre de microbrasseries au Québec a connu un boom de 345 % en une dizaine d'années.
En 2015, ils étaient près de 140 producteurs au Québec à brasser leur bière contre seulement 31 en 2002. La part de marché actuelle des microbrasseries est de 8 % selon l'Association des microbrasseries du Québec. Comme à chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal durant les 2 derniers siècles. Et aujourd'hui, on se transporte vers la fin du 19e siècle pour découvrir un chirurgien qui a été maire de la métropole pendant 2 ans. Voici le portrait de William Hales Hingston. William Hales Hingston est né en 1829 à Hinchingbrook, près de Huntingdon et de la frontière américaine. Après des études chez les Sulpiciens au Petit Séminaire de Montréal, il débute sa carrière comme apprenti pharmacien avant de faire le choix d'étudier la médecine au McGill College. Après avoir obtenu son diplôme de médecine en 1851, il passe 3 ans en Europe pour compléter sa formation. À son retour à Montréal, il œuvrera à l'Hôtel-Dieu comme chirurgien, en plus de desservir une clientèle privée. En 1863, il aurait été l'un des premiers médecins au monde à pratiquer l'ablation d'un rein atteint d'une tumeur. Plus tard, Hingston participera à la fondation de la faculté de médecine du Bishop College. Il enseigna aussi à l'École de médecine et de chirurgie de Montréal et à la faculté de médecine de l'Université Laval à Montréal. Son expertise en médecine et en santé publique lui fut particulièrement utile durant ses années en politique municipale. Élu maire de Montréal en 1875, il réorganisa le bureau de santé de la ville pour le transformer en un organisme permanent. Il établit aussi un système d'enlèvement des déchets sous la supervision du bureau de santé. Durant la même année, une épidémie de variole éclate à Montréal. Hingston lancera une campagne en faveur de la vaccination. Il souhaite que tous les résidents, y compris les adultes, soient vaccinés. En septembre 1875, plusieurs milliers de citoyens en colère manifestent devant l'hôtel de ville contre la vaccination obligatoire. Sa maison sera aussi menacée par des émeutiers. Après son départ de la politique municipale, il sera au premier rang pour soigner les malades lors de l'épidémie de variole de 1885. William Hales Hingston reprit ses activités politiques en 1895, en se présentant comme candidat conservateur dans la circonscription fédérale de Montréal-Centre. Il fut défait par le libéral James McShane, qui était lui aussi un ancien maire de Montréal. Cette même année, la reine Victoria le nomma chevalier, ce qui lui accorda le titre de Sir. Dans les mois qui ont suivi, le gouvernement conservateur de Mackenzie Bowell le nomma sénateur. Il y siégea jusqu'à son décès en février 1907, à l'âge de 77 ans. Catholique d'origine irlandaise, il est inhumé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges sur le Mont-Royal. 4 ans plus tard, en 1911, la Ville de Montréal rendait hommage à Hingston en nommant une rue à son honneur près du village Moncton, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Il y a quelques mois, le poste de quartier 39 du SPVM, qui est situé à Montréal-Nord, lançait un projet de course à pied avec 3 écoles de l'arrondissement. Leur objectif, rapprocher les jeunes et les forces de l'ordre via la course à pied. Et pour nous parler de cette belle initiative, nous recevons l'agent, dis-je, Carminé Gallo du SPVM, donc du poste de quartier 39. Monsieur Gallo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au bulletin. Plaisir. D'où vous est venue cette idée-là que d'organiser des séances hebdomadaires de course à pied avec des jeunes? Alors, la première idée est venue, autrement dit, avec le sport et les jeunes. En tant que patrouilleur à Montréal-Nord, comme patrouilleur à pied, on travaille beaucoup avec les jeunes et avec les écoles du secteur. Donc, c'est avec, à force de faire un peu de course à pied chaque semaine également, qu'avec mes collègues, on est en train de courir au Parc Maisonneuve et puis lors de la course, j'ai lancé l'idée, je disais, hey, ça serait le fun peut-être courir avec des jeunes du secteur, des jeunes du secondaire qui ont possiblement quelques problèmes de comportement ou de problèmes d'apprentissage à l'école ou qui ont commis... Qui pourraient, dans le fond, être sur une pente glissante. Tout à fait. Qui ont commis des délits mineurs. Ou tout simplement ceux qui ont de l'intérêt pour la course à pied, puis la police aussi en même temps, les études et tout ça. Oui, et quelle a été la réaction de vos supérieurs? Parce que j'imagine que vous leur avez présenté le projet, comment ils ont réagi? Oui, tout à fait, grâce à le commandant Martel, qui est en poste au poste 39 avec son ouverture d'esprit. Il a très bien reçu l'information et puis il était d'accord. Tout le personnel aussi du poste 39 qui a supporté le projet, également les secrétaires et puis les conseillers. Donc, ils nous ont tout de suite aidés
à travailler sur la structure du projet. Puis on a eu le lancement qui a été fait avec succès au mois de décembre. Et vous avez eu, j'imagine, une belle réponse des écoles primaires. Il y en a quand même 3 qui ont accepté de participer. Tout à fait. C'est des écoles secondaires, juste. Ah, des écoles secondaires, pardon. Okay. Ouais, c'est des jeunes qui sont à l'école, dans les 3 polyvalentes de Montréal-Nord, qui est Calixa-la-Vallée, Henri-Bourassa, qui sont les 2 écoles anglaises. L'école française, et puis l'école anglaise qui est Lester B. Pearson, qui a participé également. Donc, le projet consiste à repérer 10 à 20 jeunes par chaque polyvalente. Et puis, avec ces 10 jeunes à 20 jeunes-là, dans le fond, c'est de les mélanger tous ensemble, faire 2 exercices par semaine, dont chaque jeudi, avec les 4 policiers, coachs, si je peux me permettre, et puis les entraîneurs. Et puis, il y a des enseignants aussi qui participent avec nous, les directeurs d'école, des psychologues, des nutritionnistes et tout ça. Donc, on choisit nos parcours. C'est nous qui faisons les parcours. Et puis, on court dans le secteur de Montréal-Nord. Et puis... dans les parcs, sur les routes? Sur les routes, okay. Quand il fait moins 10 et plus, on choisit une école, une de ces 3 polyvalentes-là, et puis on court à l'intérieur. On fait des petits parcours bootcamp qu'on appelle. Et on intègre aussi une sortie par mois. Donc, il y a plusieurs pistes à Montréal qui sont belles. Donc, le parc Maisonneuve, qu'on a déjà fait notre première sortie. Pour le mois de février, on regarde le centre Claude Robillard. OK. Et quelle est la réponse des jeunes qui participent à ce projet-là? Ils sont enthousiastes? Tout à fait, beaucoup d'enthousiastes. Lors de la pratique, lors des sorties, je veux dire, ils sont très heureux de sortir. Il y a une assiduité aussi, ils sont présents, ils sont là? Présents, et on a entre autres un contrat qu'on leur fait signer avant même de débuter. Lors de la conférence de l'inscription, on leur a expliqué que c'était sérieux. Dans le fond, nous, on les responsabilise en faisant cela. On leur fait signer un contrat, on leur montre que c'est du sérieux, qu'il y a aussi des petits cadeaux qui vont être remis avec leur participation grâce à nos commanditaires. Et puis, si jamais ils ne participent pas à plus de 2, donc s'ils ne se présentent pas à plus que 2... Sans bonne justification, évidemment, s'ils sont malades ou quelque chose, oui. Ils doivent remettre l'équipement et puis ils sont mis un petit peu à Parce que le projet leur fournit de l'équipement de course à pied, c'est ce que je comprends. Oui, neuf et donc, des souliers de course? Des souliers de course, autrement dit, c'est un veston Nike. OK. Des pantalons d'hiver Nike avec des souliers de course pour ce qui est hivernal. Et puis, ce qui est estival, on a les T-shirts avec les shorts. On a les souliers de course aussi là, qui sont... Et à la fin du programme, ils peuvent garder, évidemment, l'équipement. Ils gardent le tout. Ils gardent l'équipement, okay. C'est leur cadeau de bon travail. Oui. Et vous parliez de commanditaires. Donc, il y a des entreprises qui vous ont aidé à financer ce projet-là, oui. Parce que ça coûte de l'argent, évidemment, des souliers de course, tout ça. Qui sont ces commanditaires? Alors, on a Nike, Nike Marché Central, qui nous ont vraiment chapeauté. Là, aussitôt qu'ils ont eu la connaissance du projet, ils ont regardé le tout, préparé 60 équipements aussi, c'est pas évident. Donc, ils ont pris le temps de vraiment rencontrer les jeunes et puis prendre les bonnes grandeurs et tout ça. Il y a la Caisse des Jardins au Récollet à Montréal-Nord, qui nous a aidés grandement. Aussi la Fondation Beaulieu-Blondin, dont je remercie énormément. Et puis, il y a aussi InfoCrim qui a participé. Oui, le SPVM qui a contribué aussi fortement. Donc, voilà. Et qui sont vos 3 collègues avec qui sont... Parce que, bon, j'imagine vous êtes un des coachs, un des mentors. Oui. Les 3 autres, qui sont-ils? Les 3 autres, j'ai mon collègue que ça fait plus de 5 ans que je travaille avec, Oscar Spinoza. On a également Tony Stramiello et l'honorable Alain Clément, si je peux me permettre, parce qu'il quitte cette année, fait qu'il va beaucoup Donc, il va prendre sa retraite cette année. Il va continuer à courir. Oui, c'est une première année pour ce programme-là. Je ne sais pas s'il est trop tôt pour en faire le bilan, mais est-ce que c'est quelque chose que vous voulez qui se poursuive dans les prochaines années? Tout à fait. Moi, mon objectif, dans le fond, c'est de créer un effet boule de neige.
avec les 3 écoles, les jeunes qui en parlent. Dans le fond, c'est d'essayer de faire que, bon, justement, il y a ces écoles-là. Éventuellement, est-ce que vous aimeriez que ce modèle-là soit repris dans d'autres arrondissements de la ville ou ailleurs au Québec? Oui, tout à fait. C'est l'objectif, entre autres, c'est que j'aimerais ça qu'il y ait d'autres postes de police qui voient ça et puis qu'il y ait cet effet-là boule de neige qui continue. Et puis que cette cohésion qui va être créée avec les enseignants, les directeurs, les jeunes des 3 écoles, tout le monde se parle ensemble avec la police. Donc, on a une belle image de la police, on a une belle image des professeurs, des directeurs, des partenaires communautaires qui nous aident beaucoup à Montréal-Nord. Donc, entre autres, c'est cette belle cohésion-là qui va permettre aussi une bonne sécurité publique. Et en terminant, Jean Gallo, de ce que j'ai compris, vous êtes attaché à Montréal-Nord parce que vous êtes originaire de Montréal-Nord, c'est bien ça? Oui, monsieur, oui. Et qu'est-ce que vous avez vu comme transformation sociale positive au courant des dernières années? Parce qu'on entend parfois, malheureusement, Montréal-Nord dans l'actualité pour de mauvaises raisons, mais il y a des choses positives qui se font à Montréal-Nord aussi. Beaucoup de choses positives. Entre autres, ça fait 15 ans que je suis au SPVM à Montréal-Nord. J'ai grandi également à Montréal-Nord. J'ai fait les écoles à Montréal-Nord. Donc, j'ai vraiment vu l'amélioration de ce beau secteur-là avec la police, avec les organismes communautaires, les activités qu'ils font avec les jeunes dans les parcs. Ça peut aller aux sans-abri jusqu'aux jeunes qui causent des délits mineurs ou majeurs, les intervenants de la rue, etc. Donc c'est un milieu où il fait de plus en plus bon vivre. Tout à fait. Tout le monde fait son bout de chemin. D'accord. Carmine Gallo, donc vous êtes agent au poste de quartier 39 du SPVM, donc à Montréal-Nord. Merci d'avoir été là et félicitations pour cette belle initiative. Merci, au plaisir. Restez avec nous, on se revoit tout de suite après la pause avec notre coup de chapeau de la semaine. De retour au bulletin, c'est maintenant l'heure de notre coup de chapeau de la semaine. 5 personnes en situation de handicap s'envoleront prochainement pour l'archipel portugais des Açores, dans l'océan Atlantique, pour des randonnées à dos d'humains. Et aujourd'hui, nous recevons l'instigateur du projet, Jean-François Martin, qui est aussi enseignant en éducation spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal. Monsieur Martin, bonjour. Bien, bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, c'est une randonnée que vous organisez dans le cadre du stage de vos étudiants, donc oui. en éducation spécialisée. Exact. Dans quel contexte vous est venue cette idée-là, d'organiser une randonnée à dos d'humain? Qui est quand même assez particulier, hein, en effet, comme projet. C'est arrivé... J'étais justement dans un sentier, celui qui m'amène vers le Machu Picchu. Je marchais et là, je me suis dit, ah ben tiens, si on avait des gens ici qui sont à mobilité réduite. Alors, l'idée m'est venue comme ça. Je me suis dit, ça serait intéressant, mais comment on pourrait les amener? Bon, au fil des années, et ça fait déjà, 8 ans de cela. Là. Alors, au fil des années, je commençais à réfléchir. Puis je me disais, ouais, il me semble que c'est quelque chose, on peut faire quelque chose à partir de là. Et au fil du temps plutôt, il y a des gens qui ont commencé à me parler d'une fille qui avait déjà fait une randonnée et que son copain l'amenait sur son dos. Alors, j'ai dit, attends, comment ça, ton copain t'amenait sur son dos? Là, on m'a envoyé une photo et j'ai vu qu'il y avait fabriqué pour elle un sac. OK. Ah ben, j'ai dit, attends, c'est génial, ça. Alors, je me suis informé auprès de la personne et j'ai trouvé le fabricant. J'ai été le rencontrer et après ça, 2 beaux sacs se sont tombés entre mes mains et là, j'ai dit, parfait, je suis prêt pour partir pour ce projet-là. Alors, ce projet-là a commencé à être un petit peu plus concret il y a environ 1 an et demi de cela, où là, j'avais mes sacs avec moi et là, il fallait que je trouve les gens, naturellement, parce que on s'entend, on n'est pas des surhommes, donc on a un maximum de poids qu'on peut avoir et ce qu'on a évalué, c'est environ 45 kilos. Okay. Ça, c'est comme le maximum de poids qu'on peut porter sur le dos pour que ça soit réaliste pour tout le monde. Puis on va pas là-bas pour... un peu moins de 100 livres. Oui, autour de ça, effectivement, autour de 100 livres. Et on va pas là-bas pour réaliser un exploit de temps ou de distance. On va là pour partager nos jambes avec des personnes qui sont pas en mesure de se rendre à ces endroits-là. Là, permettre justement de se rendre à des endroits où ils ne pourraient pas aller. Exactement, de vivre un rêve.
Simplement, c'est de vivre un rêve. Puis nous autres, c'est ce qu'on voulait. Et moi, je suis parti avec l'optique de dire, ben moi, je veux que la base, ça soit un partage. Donc, je partage effectivement mes jambes, puis je partage ça pour que tu puisses réaliser un rêve aussi là-dedans, de partir en voyage et de partir à un endroit que, malheureusement, tu n'y aurais pas accès, mais je te l'offre. Et comment vous avez sélectionné les 5 participants? Ouais. J'ai été par les médias sociaux, c'est toujours intéressant. Il y a aussi SIVA, qui est le Centre d'intégration à la vie active, qui ont réussi à m'avoir 2 personnes. Et les autres sont venus justement par les médias sociaux, entre autres avec Kéroul, qui m'ont permis d'annoncer mon projet. Et là, il y a plein de gens qui sont montrés intéressés, mais là, encore une fois, il y avait des gens, malheureusement, qui étaient 60 kilos, 55 kilos, même 50 kilos. C'est pas beaucoup, mais sur le dos, c'est beaucoup. Alors, on avait vraiment un maximum et c'est comme ça qu'on a réussi à sélectionner. Par contre, là, on a ouvert un petit peu plus large. C'est qu'on va avoir aussi une Joëlette. Une Joëlette, au Québec, on connaît pas trop ça, mais en Europe, c'est très connu. Alors, on se souvient des pharaons qui sont amenés par des esclaves. Des porteurs, en quelque sorte. En plein ça. Alors, c'est un peu le même principe, c'est que la personne va être assise ici dans un fauteuil. Il va y avoir donc un porteur en avant, un porteur en arrière, et il y a une roue en dessous du fauteuil. Donc, on peut déposer et on pousse, puis l'autre tire. Donc, on peut se retrouver vraiment dans des sentiers où c'est très difficile d'accès, qu'un fauteuil ne pourrait pas aller ou que la personne n'aurait pas la force physique pour s'y rendre. Nous, on pousse ou on tire la personne qui va rester donc assise à l'intérieur de son fauteuil. Et ça nous permet d'avoir un poids supplémentaire. Donc, la personne n'est pas obligée de peser 45 kilos, elle peut aller jusqu'à 100 kilos. Donc, ça nous permet d'aller chercher une autre candidate. Donc, au final, 5 ou 6 au final? Pour l'instant, 5 personnes. 5 personnes, donc 4 qui seront portées sur le dos. 2 qui vont être portées sur le dos, 2 en Joëlette. Oui. Et il y a une 5e personne, elle veut rien savoir d'être sur notre dos, rien savoir dans Joëlette. Elle est dans son fauteuil, personne super autonome, en grande forme, bien musclée, mais nous, on va avoir des courroies pour pouvoir le tirer. Parfois, il va devoir sortir de son fauteuil pour grimper sur ses fesses pour aller à tel endroit. On va des fois le soulever, mais il veut rien savoir des autres. Puis c'est correct. Ça nous permet justement de montrer la diversité et de montrer que chacun, on peut s'adapter à la réalité de cette personne-là pour lui offrir. Parce qu'aux Açores, c'est quand même, même si ça peut être vallonneux, c'est quand même un peu plus plat que le Machu Picchu. Oui, tout à fait. Vous n'auriez pas monté le Kilimanjaro. Absolument pas. Okay. Absolument pas. Ça n'aurait pas été réaliste. Par contre, c'est sûr que il va y avoir quand même des bons dénivelés. Okay. Mais effectivement, c'est pas une montée au Kilimanjaro. Mais je voulais quand même avoir des bons dénivelés. Sinon, si c'est plat, ben aussi bien d'y aller en fauteuil, puis il n'y a pas d'excuse. Alors, voilà. Et donc, il y a les participants, il y a les porteurs aussi, donc qui sont des étudiants dans votre programme. Pour eux, c'est un stage obligatoire? C'était une des options de stage qu'ils avaient? Voilà, c'est un stage de 2e année, c'est une formation de 3 ans, et j'ai offert ce projet-là à tous les étudiants, en ayant des critères, naturellement. Et il y a des coûts aussi associés à ce voyage. Et là, ben, ceux qui étaient intéressés appliquaient et on a fait une sélection à travers tout ça pour nous permettre d'avoir justement 10 étudiants qu'on va avoir avec nous. J'ai 9 filles, 1 gars. Parce que souvent, on me dit, « Oh, ben là, tu vas voir seulement que les costauds qui vont y aller. » Oui. Pas du tout. 9 filles, 1 gars. Parce qu'est-ce qu'on a besoin de faire de la musculation ou de faire un entraînement particulier? On va se l'avouer, ce sont quand même des filles qui sont très actives. OK? On se pratique actuellement. On se pratique depuis déjà un petit bout de temps pour justement se familiariser avec le poids, se familiariser aussi, surtout, moi, ce que je voulais, c'est le temps qu'on est capable de tenir. Parce qu'encore une fois, on peut pas tenir pendant 3 heures consécutives, c'est inhumain. Alors, on essaie de voir comment on va tenir de temps pour qu'il y ait une rotation, justement, entre les étudiants que j'appelle, moi, des chameaux. Alors, mes chameaux, c'est mes porteurs, pour s'assurer, justement, que ça va être agréable pour tout le monde et que personne ne se blesse non plus. Là, c'est pas l'objectif derrière ça. Mais ça prend pas, effectivement, des joueurs de football pour venir faire ça. Et encore une fois, c'est ce que je voulais démontrer. C'est que les adaptations pour permettre une meilleure accessibilité, ben ça peut être accessible à bien des gens et pas nécessairement les costauds puis les gens qui sont vraiment baraqués. Ça peut être aussi des gens peut-être tout à fait normaux, mais qui sont prêts à offrir de leur temps, à transpirer aussi, mais pour permettre de partager avec l'autre. Et donc, les participants auront besoin d'amasser des sommes pour pouvoir financer le projet.
De combien d'argent chaque participant a besoin? Autour de 2000 $ chaque participant va pouvoir couvrir la totalité des frais, c'est-à-dire déplacement, nourriture et tout ce qui vient avec là-bas. Donc, et lorsqu'on parle des participants, on parle donc des gens qui sont transportés et non des porteurs. On parle de tout le monde. Ah, tout le monde doit investir, exactement. doit trouver un 2000 $. Voilà, Okay. exactement. Alors, au départ, c'était clair que les gens qui s'inscrivaient devaient débourser un montant d'argent. Et là, ce qu'on fait, c'est des campagnes de levée de fonds pour diminuer justement le montant que ça peut prendre au bout de la ligne. Donc, 15 personnes, 30 000 $. On est 10, 12, à peu près 15 personnes, tout à fait. OK, donc Tout à fait. 30 000 $. Ouais. Et comment se déroule votre collecte de fonds jusqu'à Toujours présent? difficile, hein? C'est toujours difficile. Ça, c'est, je pense que tout le monde a des beaux projets. Tout le monde, effectivement, cherche de l'argent. J'ai pas le dernier décompte, mais on est loin du compte de 30 000. On a un site, une page Facebook qui est Les Caravaniers de l'Impossible. Alors, c'est le titre de notre projet, Les Caravaniers de l'Impossible. Et à partir de notre compte Facebook, bien, les gens peuvent effectivement avoir accès à donner des fonds. Et il va y avoir des campagnes. On a eu des ventes de savon. Puis il va y avoir un basketon aussi. On veut aussi jouer au basket en fauteuil roulant. Fait que ça permet aux gens aussi de se sensibiliser à la réalité d'être en fauteuil roulant aussi. Donc, écoutez, on a vu l'adresse Facebook Parfait. donc au bas de l'écran. Excellent. On vous souhaite la meilleure des chances. Ben, c'est bien gentil. Et à vous, à tous vos participants Ouais. aussi. Ouais. Et félicitations pour cette belle initiative. C'est à vous qu'on C'est décerne bien notre gentil. coup de chapeau de la semaine. Merci, monsieur. Merci à vous. Pour revoir cette entrevue et près de 200 autres, visitez la page de l'émission sur YouTube. Aussi, devenez fan de l'émission en visitant notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre TCF sur Facebook et Twitter. C'est tout pour cette semaine. Merci à toute l'équipe qui a participé à la production du bulletin. Jason Paré à la recherche, Marie-France Perron au maquillage, Guillaume G. Pilote aux caméras et Laërcio Bastos à la réalisation. Alors, au nom de toute l'équipe, ici Louis-Martin McArdle, merci d'avoir été là et on se revoit dans ces jours pour un nouveau bulletin. À la semaine prochaine.